Merci à Gilles de Margerie pour son accueil. Merci à vous tous et toutes de me permettre de vous dire quelques mots sur ce qui finalement a motivé les propositions, les recommandations que nous avons faites aux ministres qui nous ont missionnés pour réfléchir aux différents thèmes que contenait notre lettre de mission. Alors, je veux vous dire juste quelques éléments, quelques principes de départ. Il faut que vous sachiez que, nous avons auditionné énormément de personnes, plus de 200 personnes, venant d'horizons très différents, des chefs d'entreprise, de grandes, de moyennes, de petites entreprises, des professeurs de droit, juristes, avocats, bien sûr des représentants des partenaires sociaux. Tout ça pour dire que nous avons voulu avoir une bonne connaissance de l'ensemble du spectre des réflexions, des positions qui animaient les uns et les autres. Nous avons aussi reçu des représentants d'investisseurs, l'AF2I en France, nous avons reçu l'AFG, nous avons reçu le représentant de Finance to Tomorrow à Paris, parce qu'effectivement, nous voulions avoir aussi leur visibilité. On ne parle pas de l'évolution du rôle de l'entreprise sans réfléchir aux interactions qui sont bien évidemment ô combien nécessaires et réelles avec les investisseurs, les actionnaires qui portent les entreprises. Nous sommes entrés dans ce débat très honnêtement sans parti pris de départ et sans idéologie. Nous avons voulu vraiment entendre, écouter pour nous forger un point de vue. Et effectivement, ce point de vue, je vais vous en parler, nous le sommes forgés avec un certain nombre, après avoir écouté et constaté un certain nombre de points dont je vais vous parler. D'abord, la première chose, c'est que nous étions, et Jean-Dominique et moi, sensibles au thème sur lequel il nous était demandé de travailler. Peut-être d'ailleurs est-ce pour ça que nous avons été missionnés. Mais nous n'imaginions pas, très honnêtement, l'écho que cette mission et que ce débat avait auprès de ceux qu'on a reçus, mais vous l'avez dit, auprès de l'ensemble de la société, avec les débats auxquels ça a donné lieu, les prises de position, ce qui montre que la question est mûre. Et que les gens aujourd'hui, c'est rare dans ce pays qu'on parle du rôle de l'entreprise, ou alors de manière assez caricaturale. Donc là, d'un seul coup, la question semblait très d'actualité, et ça, c'est déjà un signe. Ensuite, on a aussi compris, parce qu'on a eu quelques éléments de sondage, d'enquête qui étaient faites, que l'entreprise en France avait, la grande entreprise plus particulièrement bien sûr, avait une image qui n'était pas toujours au top. C'est-à-dire que les salariés, quand on les auditionne et qu'on dit « ce que vous pensez de votre entreprise », en général, ils sont contents. Pas toujours dit indistinctement, mais quand on dit « et l'entreprise », alors là, vous entendez parler, l'entreprise, elle ne fait que des profits, les patrons se payent à un niveau incroyable, dans la mondialisation, elle n'est pas contributrice, mais prédatrice, etc. Donc, il y a un sujet d'image, il y a un sujet de réconciliation, d'une certaine manière, entre l'entreprise et la société. Troisième chose qu'on a aussi entendue, c'est que, et ce qui insistait en disant, mais finalement, remettre le rôle de l'entreprise à sa place, d'abord, c'est tout simplement faire état du fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont déjà engagées dans le fait d'être, on dit responsables, d'être tout simplement en écoute, en dialogue avec les attentes de la société. Et elles le font pourquoi ? Elles ne le font pas parce qu'elles veulent faire de la bonne action. Elles le font parce qu'aujourd'hui, elles sont convaincues que le dialogue, que l'écoute, l'intérêt, ou en tout cas les enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux de l'environnement de l'entreprise, de son écosystème, deviennent pour elles des vrais sujets et que s'abstenir de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux qui sont les siens, rapportés à sa réalité, c'est plutôt un facteur de risque si elle ne le fait pas, et que par contre, quand elle s'y engage avec responsabilité, avec analyse, avec discernement, alors ça devient un facteur de compétitivité, un facteur d'innovation, un facteur de différenciation et de réputation. Donc en fait, on s'est dit, il y a juste à recaler, à aligner la dynamique engagée avec ce que le droit doit pouvoir dire, car c'est important le droit. In fine, c'est à lui qu'on se réfère. Donc autant vaut dire dans le droit ce qu'effectivement déjà la pratique a démontré de manière forte.
On a aussi entendu, ça je veux vous en faire part, que c'est d'autant plus nécessaire de faire valoir cette image de l'entreprise, dès lors bien sûr qu'elle est réelle et que c'est son intérêt à elle aussi de le faire, parce que beaucoup de gens ont été sensibles au phénomène de populisme en France. Et que beaucoup ont considéré, on a entendu des chefs d'entreprise nous dire, nous ne pouvons pas être indifférents à ça. Car si d'aventure nous ne contenons pas ce phénomène-là, ça aura un impact un jour très fort sur l'entreprise elle-même. Donc, ne regardons pas ça d'un air indifférent, mais sachons que ça existe également dans le paysage. Troisième élément, enfin un nouvel élément, c'est qu'on a pu aussi observer que dans d'autres pays, des gouvernements avaient eux aussi engagé cette réflexion et parfois faire entrer dans le droit, alors avec toutes les distinctions qui sont ceux des différents pays et de nous-mêmes, dans des termes beaucoup plus audacieux et sans doute beaucoup plus risqués sur le plan juridique que ce que nous avons fait nous-mêmes en proposant ce qu'on a proposé dans le Code civil. Donc, in fine, quand on a entendu tout ça, on s'est dit que pour toutes ces raisons, oui, nous avons forgé notre conviction qu'il était finalement nécessaire de consacrer dans le droit l'idée que, bien sûr, l'entreprise est au service de ses actionnaires, de ses associés. Je ne voudrais pas un instant que vous imaginiez que ni Jean-Dominique Senard ni moi-même n'avons pu imaginer que les actionnaires devaient être, je dirais, éloignés de l'entreprise. Mais nous avons considéré qu'il était temps, qu'il était utile, qu'il était nécessaire, pour toutes les raisons que je vous ai dites, d'envoyer aussi le message que, bien sûr, elle est au service des intérêts de ses actionnaires, mais pas seulement des intérêts de ses actionnaires, ou plus exactement, qu'en étant toujours alignée sur l'intérêt de ses actionnaires, elle le serait peut-être encore mieux si elle prévenait les risques sociaux et environnementaux qui sont les siennes, si finalement elle contribuait elle aussi à quoi ? À ce qui sont les énormes défis du monde et de la société d'aujourd'hui. Comment imaginer que ces défis puissent être un jour résolus si on compte seulement sur les États ? Enfin, c'est juste, la COP21 a fait la démonstration que les acteurs savaient qu'il fallait s'engager là-dedans. Donc, une raison supplémentaire, je dirais là-dessus, d'engager les propositions telles que nous les avons faites. Alors maintenant, de quelle manière fallait-il exprimer tout ça ? Je voudrais d'abord vous montrer un peu la manière dont on a raisonné. Je vais venir sur les concepts, mais la manière dont on a raisonné. On a donc fini par se dire, oui, il faut que notre Code civil, c'est-à-dire la clé de voûte, en quelque sorte, de notre droit, soit actualisé. Nous n'avons pas touché à l'article qui crée la société à partir des associés. Nous avons simplement ajouté qu'elle était au service, que l'entreprise avait un intérêt propre. Je pourrais m'expliquer là-dessus si vous voulez. Le gouvernement a plutôt tendance à reprendre le concept d'intérêt social, qui est là aussi l'objet parfois de jurisprudence. C'est un choix là-dessus, je ne m'étendrai pas là-dessus, en considérant les intérêts sociaux et environnementaux des parties prenantes. Donc en fait, ça, c'est l'idée qu'effectivement, nous actualisons, nous mettons en quelque sorte le droit, et comme je vous l'ai dit, en ciselant les concepts qui ont été écrits par des juristes, on s'est fait beaucoup aider en la matière, de manière à ne pas ouvrir, contrairement à ce que j'entends parfois, une boîte de Pandore d'insécurité juridique. Je peux vous dire que l'insécurité juridique aujourd'hui des entreprises, elle est là. Si je mets ma casquette d'évaluation des entreprises, nous listons tous les contentieux qui existent pour les entreprises qui sont cotées dans le monde. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le nombre de contentieux progresse, sans que notre Code civil ait dit rien du tout, et y compris des contentieux qui se traduisent parfois avec de la monnaie sonnante et trébuchante, et donc du risque financier. Donc, nous avons ciselé ça. Nous avons considéré aussi qu'il fallait permettre à des entreprises qui nous l'ont fortement demandé, et là-dessus, il y a aussi beaucoup de think tanks qui avaient travaillé,
pour que l'entreprise aille encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire se nomme entreprise à mission, d'autres parlaient à bénéfice social étendu, etc. Et là, nous avons considéré que, puisque c'était une demande, il n'y avait pas de raison de ne pas la satisfaire, et nous avons considéré que nous devions rendre possible cette possibilité d'entreprise à mission. Nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire, mais je sais que Stanislas va intervenir là-dessus, de créer un nouveau statut, mais simplement en disant que cette mission, cette raison d'être qui est le concept que l'on a utilisé, en l'inscrivant dans ces statuts, en le faisant voter par l'Assemblée générale, donc 2/3 des actionnaires, ceci devenait opposable pour toutes les parties de l'entreprise et que par conséquent, avec les conditions associées de ce que l'entreprise à mission doit garantir comme contrepartie, permettait aussi cette création. Mais je vous parlais d'articulation et de système général, parce que mettre des éléments dans le Code civil, c'est très bien. C'est utile, je vous l'ai dit. L'enjeu, c'est qu'est-ce que ça devient après? Et justement, là, nous avons fait un choix que je crois fondamental, qui a du sens, c'est de dire tout ça, il faut que ce soit à la main de l'entreprise. Il faut que ce soit à la main de ses dirigeants, il faut que ce soit à la main de son conseil. Pour justement éviter que ce soit de l'extérieur qu'on vienne dicter à l'entreprise les enjeux sociaux et environnementaux qui devraient être les siens, etc. Les discussions vont continuer, les controverses vont continuer, ça, c'est aujourd'hui la vie. Mais donnons au conseil d'administration la responsabilité de traduire dans les stratégies et les actions des entreprises ce que nous avons écrit dans le Code civil, c'est-à-dire sa raison d'être et la considération de ces enjeux sociaux et environnementaux. Et là, on responsabilise les conseils et d'une certaine manière, on crée aussi une nouvelle un peu articulation entre le droit, le Code du commerce et donc les conseils d'administration et les actionnaires qui n'en a pas touché un instant on n'avait pas ce mandat, à la responsabilité bien sûr et aux pratiques des actionnaires. Voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus en disant que c'est pas comme ça de l'impressionnisme qu'on a voulu faire sur les différents endroits, mais que ça correspond à un effet, je dirais, de système, un effet pour lequel nous voulons vraiment le maître mot, c'est présent dans le rapport beaucoup, la responsabilisation. Et on n'a pas demandé à la loi de venir dire aux entreprises, ça va être quoi et par quoi vous devez passer et comment vous devez le faire, pour être véritablement une entreprise qui intègre les enjeux sociaux et environnementaux. Mais d'ailleurs, beaucoup de conseils d'administration aujourd'hui, vous le savez, ont déjà ces sujets à l'ordre du jour. L'idée, c'est simplement d'engager la dynamique et d'être un peu plus offensif en la matière. Quelques éléments supplémentaires sur les recommandations complémentaires. Précisément parce que nous avons veillé à ne pas introduire dans le droit le concept d'intérêt des parties prenantes. Nous n'avons pas introduit dans le droit le concept de partie prenante non plus. Parce que là, pour le coup, ça devenait, comme je vous le dis, la boîte de Pandore. Ce n'est pas que nous considérons que l'entreprise ne doit pas être en dialogue et en écoute avec ses parties prenantes. C'est la raison pour laquelle nous avons recommandé que les entreprises se dotent, si elles le souhaitent, d'un comité de parties prenantes, pas à l'intérieur du conseil. On ne fait pas du conseil un forum où les uns et les autres s'affrontent pour dire quelle est la vision de l'entreprise. Il faut garder au conseil son rôle avec des administrateurs qui ont le rôle de porter la stratégie et d'en suivre la mise en œuvre. Les administrateurs, sont là pour ça. Donc non, pas de parties prenantes qui intégreraient le conseil, mais au contraire la possibilité de faire un comité. Certains qui existent peuvent rendre compte de ce qui s'y passe au Conseil, d'autres pas. Voilà, l'idée, c'est quelque chose là de très souple. Mais on a aussi entendu ça, et sachez-le, pas seulement par les organisations syndicales françaises, mais par d'autres acteurs, l'idée de faire entrer au conseil d'administration des administrateurs salariés. Je viens de vous dire qu'on n'y mettait pas de partie prenante, c'est parce que beaucoup disent que cette partie prenante, elle n'a pas exactement le même statut que les autres parties prenantes. D'aucuns l'appellent partie constituante en considérant que les actionnaires
plus les salariés, c'est ça qui permet à l'entreprise de vivre, de se développer, etc. Donc nous avons fait aussi des propositions pour assurer la présence d'administrateurs salariés dans le conseil d'administration. Nous étions aussi interrogés sur le fait de savoir s'il fallait créer des fondations d'actionnaires. Nous avons entendu là-dessus des gens qui nous ont beaucoup intéressés, qui expérimentaient cette formule, mais comme le ministère de l'économie a aussi demandé plusieurs rapports sur ce sujet, nous avons considéré qu'il y avait déjà suffisamment de gens qui réfléchissaient sur la question et que ce n'était pas la peine qu'on en rajoute nous-mêmes, donc on n'a pas été force de proposition beaucoup là-dessus. Sur les PME que nous avons entendues, et je voulais aussi vous donner tout de suite un truc dans Jean-Dominique Sénard, parce qu'en ce moment on fait beaucoup cet exercice que vous me demandez de faire ce matin, était hier soir à une assemblée générale du MEDEF, donc de l'organisation patronale à Niort, pas à Paris, à Niort. 500 personnes, uniquement sur la présentation du rapport. Il a été ovationné. À Paris, on entend parfois des discours un peu différents. Je vous le dis, pas pour vous dire qu'on a fait quelque chose de génial, je vous le dis pour que vous sachiez que les entreprises, les chefs d'entreprise eux-mêmes, qui sont enracinés dans les territoires, qui sont là, savent qu'on ne vit pas dans il n'y a pas un cordon sanitaire autour de l'entreprise par rapport à la société, par rapport au territoire. Et que ces gens-là sont déjà très attentifs à ce qui s'y passe et que l'interaction, le dialogue, l'écoute réciproque est un facteur d'image, bien sûr, mais pas seulement d'image, d'attractivité des entreprises, d'innovation. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Dernier point, nous avons aussi recommandé, parce que nous avons parlé des investisseurs et des actionnaires d'une manière très, très, très réduite, et recommandé peut-être que, effectivement, une réflexion pourrait, une nouvelle mission, peut-être une nouvelle réflexion, pourrait naître sur, et les investisseurs, et dans tout ça, quelles sont leurs approches. Pour ce que nous en avons entendu, nous avons pu constater que tous les investisseurs ne se ressemblent pas. Il y a des pratiques différentes d'investisseurs, c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que les uns et les autres ont des stratégies ou ont des visions qui peuvent être différentes, tout simplement par rapport à l'analyse qu'ils se font de quelle est leur responsabilité dans le monde d'aujourd'hui, quelle est cette responsabilité au regard des défis climatiques, des défis sociaux, des défis de corruption qui existent dans le monde, etc., etc. Et là encore, je dirais que le premier constat, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, peut-être que la France là-dessus porte ça aussi plus fort, mais des actionnaires, des investisseurs qui disent c'est notre rôle aussi que de nous inscrire dans ce nouveau contexte qui appelle parfois des changements de modèle économique des entreprises. Et donc, qui dit changement de modèle économique dit aussi accompagnement de l'actionnaire dans ce changement de modèle économique, et par conséquent de se situer lui-même sur un horizon qui est, on dit, moins court-termiste que d'aucuns peuvent encore pratiquer. Donc voilà, je veux insister là-dessus parce que je ne voudrais pas qu'on imagine que les actionnaires, les investisseurs, là je parle des investisseurs au sens propre du terme, ne s'interrogent pas eux-mêmes sur le rôle de leur fonction aujourd'hui, sur la manière dont ils peuvent contribuer à ça, tout en restant dans leur cœur, dans leur responsabilité fiduciaire. Personne ne va imaginer que les investisseurs devraient limiter leurs responsabilités au regard des mandants, au regard de ceux qui leur confient les fonds. Voilà, peut-être ai-je déjà été un peu longue. Je vous donne tout ça en débat et serai ravie d'entendre tout à l'heure vos réactions. Merci. Merci, Madame Letard. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de, moi aussi, planter quelques éléments de décor, finalement, pour lancer le débat et évidemment extrêmement intéressé de pouvoir vous entendre sur ces différents éléments qui vont nourrir les travaux qu'on aura à conduire, effectivement, Gilles de Margerie l'indiquait, à l'Assemblée nationale dans quelques temps. Alors j'ai un jeu facile aujourd'hui puisque je vais pouvoir aussi me positionner par rapport au travail que Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat ont fait à travers ce rapport que je juge vraiment précieux pour la suite des travaux et lumineux à certains aspects.
Je partage beaucoup de choses qui ont été dites par Nicole Notat ce matin, notamment sur les enjeux qu'on a autour de la loi Pacte. Permettez-moi de prendre un pas de recul par rapport à ce que nous allons discuter à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un moment important pour l'entreprise qu'on vit dans le pays. Effectivement, Nicole le rappelait, on ne discute pas tous les jours de l'entreprise comme on est en train de le faire en ce moment. Et j'aimerais que la discussion soit parfois encore plus concrète que ça. Nous avons un risque, et je suis très honoré de débattre, de discuter devant cette Assemblée aujourd'hui, mais il ne faut pas que ce débat soit uniquement un débat juridique. J'ai créé moi-même mon entreprise, je n'avais jamais entendu parler de l'article 1833, 1832 ou 1835 du Code civil. Et je pense que c'est le cas de nombreuses entreprises aujourd'hui. Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir des débats concrets, notamment que nous aurons sur la loi Pacte, sur ce que c'est que l'engagement sociétal des entreprises. C'est aussi des sujets sur l'égalité entre les femmes et les hommes, des sujets sur l'inclusion dans l'entreprise, la prise en compte du handicap, la responsabilité sociale, environnementale. C'est tout ça aussi que traite l'entreprise aujourd'hui, mais vous le savez bien. Je crois que cette loi, c'est une occasion, d'abord, pour la majorité à laquelle j'appartiens, d'affirmer le fait que nous sommes les alliés de l'entreprise dans ce pays. Et vraiment, je le dis de manière extrêmement nette, y compris quand les entreprises du CAC 40 réalisent 92 ou 93 milliards d'euros de bénéfices. Je ne ferai pas de larmes de crocodile sur le fait que les entreprises françaises doivent être mises en situation de réussir, qu'elles tiennent une partie des clés aussi des enjeux auxquels notre société fait face, qu'ils soient environnementaux, sociétaux. Et donc, nous avons besoin de défendre nos entreprises, petites et grandes, dans ce pays. Mais quand nous sommes les alliés, notre exigence est évidemment très forte vis-à-vis des entreprises. Moi, j'ai la conviction, et je retrouvais aussi cela dans les propos de Nicole Notat, que les entreprises ont bien plus évolué que ce que les hommes et les femmes politiques ont longtemps imaginé. Qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parfois par la contrainte normative, mais aussi parce qu'elles comprennent chaque jour davantage qu'elles doivent évoluer, parce que leurs consommateurs sont des consommateurs, parce que les enjeux RH auxquels elles font face, de fidélisation et d'attraction des salariés qui vont leur permettre de faire de l'innovation, les conduit à donner du sens à l'entreprise tous les jours. Quand on embauche des gens de la génération Y ou de la génération Z, on s'en rend compte de façon très forte. Parce que peut-être que les réseaux sociaux ont fait plus pour faire bouger les entreprises que devoir de vigilance. Parce que la réputation des entreprises est devenue un actif extrêmement important. Et donc, la loi Pacte, ça doit être la loi où l'on dépasse les fausses oppositions. Les oppositions qui ont trop longtemps structuré le débat autour de l'entreprise et qui ont mal posé le débat autour de l'entreprise, qui opposent le capital et le travail, qui opposent l'attractivité de place économique. Et là aussi, réjouissons-nous que nos entreprises soient attractives. On ne veut pas, d'un côté, là aussi, verser quelques larmes de crocodile sur le fait que le CAC 40 aujourd'hui, c'est beaucoup d'investisseurs étrangers, plus de la moitié, et qu'on voudrait, de l'autre côté, avoir l'attractivité honteuse. Je pense qu'il faut résoudre ces débats-là. Non, l'attractivité économique, ce n'est pas opposé à la responsabilité sociale. Et au contraire, j'ai la conviction qu'il faut faire de la responsabilité sociale un enjeu de compétitivité. Il faut porter ce discours dans le monde parce qu'on a un modèle capitaliste qui trouve des racines anciennes d'ailleurs dans le capitalisme français, mais on a un modèle de capitalisme européen à inventer où il faut que nous fassions la démonstration dans le monde que nos entreprises sont attractives parce que peut-être qu'un peu plus que les autres, avec le temps d'avance qu'elles ont en matière de RSE, elles ont la capacité à prendre en compte le temps long, donc à innover, donc à être gagnantes dans la mondialisation. Et je pense que les entreprises qui ont eu à pivoter de modèle, et je le dis en ayant expérimenté ça, de temps en temps, oui, on a besoin de demander un peu de temps à ses actionnaires pour convaincre, et les actionnaires suivent très souvent, qu'on a besoin de changer de modèle, qu'on a besoin d'innover, et donc il faut avoir cette capacité à prendre le temps long. Et je crois que dire cela dans le monde, c'est aussi commencer à bâtir un modèle capitaliste français et européen. Alors, fort de ces enjeux, quelques éléments de réponse. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis très à l'aise avec les propositions qu'ont rendues Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, notamment parce que je pense qu'elles ont bien intégré les modifications qu'on devait apporter à leur juste niveau. Je m'explique, je reprends souvent cette métaphore des différents étages de la fusée.
Je crois que vous avez pris en compte le fait que notre droit n'est pas construit comme le droit anglo-saxon. Et on nous citait, et j'ai eu l'occasion de mener aussi beaucoup d'auditions, souvent le Company Act britannique, en disant mais si vous ne faites pas au moins la même chose dans le code civil, vous serez complètement ringard, quoi, pour dire les choses simplement. Je crois que le droit anglo-saxon est un droit beaucoup plus jurisprudentiel, il n'est pas le même, et n'a pas les fondations de la cathédrale que représente notre code civil, et donc je trouve intéressant et raisonnable au fond de ne pas vouloir introduire les parties prenantes dans le code civil. On serait tous en difficulté de les définir, et notamment avec le débat que vous souleviez sur les parties prenantes et les parties constituantes. Je ne résiste pas à citer, je le redisais l'autre jour, on me rappelait la manière de définir et de comprendre la différence entre les parties prenantes et les parties constituantes en redonnant la définition de l'omelette au bacon, en disant dans l'omelette au bacon, la poule est partie prenante, et le cochon est partie constituante. Mais je pense qu'aujourd'hui, les salariés sont effectivement des parties constituantes. Elle n'est pas de moi, hein, cette métaphore-là, mais je la trouve extrêmement éclairante pour la compréhension des enjeux. Donc, cette idée de, au fond, respecter ce qu'est la liberté d'entreprise en définissant dans le Code civil la raison, l'intérêt, social ou l'intérêt propre de l'entreprise, mais au fond, moi, les deux formulations me vont, et de définir la raison d'être, et vous dites souvent c'est l'étoile polaire, je pense que c'est intéressant. Moi, ça me va très bien, parce qu'on donne des possibilités aux entreprises aujourd'hui de faire aussi différemment. Et je crois que Nicole le rappelait, il faut prendre en compte le fait de protéger les entreprises. Et j'entends dans les différents débats qu'on peut avoir, de dire n'insécurisez pas les entreprises. Je l'entends, mais je l'entends de façon pleine et entière. Parce qu'aujourd'hui, j'étais frappé, j'avais auditionné Emmanuel Faber, qui disait je ne sais pas si on pourrait refaire aujourd'hui, en l'état de droit constant, ce qu'on a fait il y a quelques années avec Mohamed Yunus. Je pense que c'est intéressant d'entendre un grand patron dire cela, et que les entreprises, dans un contexte mondialisé, dans un contexte aussi actionnarial, avec... Alors, j'aime pas parler des fonds activistes comme une poche homogène, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Et je crois que derrière les fonds activistes, il y a en réalité beaucoup de réalités. Ce sont avant tout des fonds qui font de l'analyse fondamentale. Et je pense que la distinction entre l'indiciel et le fondamental est plus juste que celle entre le court terme et le long terme, d'une certaine manière. Mais on ne peut nier, vous avez peut-être vu des éléments de l'étude qui a été publiée par Lazare, je crois qu'il y a un article dans les Échos hier, on ne peut nier qu'il y a un contexte aujourd'hui de pressurisation sur les entreprises, et notamment sur les grands groupes français. Et beaucoup de grands patrons expriment cela aujourd'hui. Et donc, les modifications qui sont apportées me semblent particulièrement pertinentes parce qu'elles protègent tous les modèles. Elles donnent la possibilité de définir une raison d'être et donc de protéger aussi les entreprises qui veulent faire différemment. Quand Accor veut planter des arbres pour compenser ses émissions de CO2, je pense, et que ses actionnaires en sont d'accord, évidemment, et que quand ces actionnaires en sont d'accord, je pense qu'il faut savoir protéger aussi ce type d'initiative. Deuxième étage, Code du commerce. Il ne faudra pas s'arrêter au Code du commerce. Si on veut aller chercher les mutualistes, il faudra aussi faire des réformes sur le Code des assurances, notamment, mais pas que. Et donc là, soyons volontaristes, parce qu'on est concret, on définit les missions du conseil d'administration, et puis évidemment, rendons... grâce à la soft law aussi pour ce qu'elle est et ce qu'elle a pu faire ces dernières années pour transformer les entreprises. Moi, je crois à la soft law. Je le dis sans détour. Je crois, et d'ailleurs, il faut lire les rapports que rend le HCGE sur la compliance des entreprises françaises vis-à-vis du code AFEP-MEDEF ou du code Middle Next. Les choses progressent et la soft law fait bouger les choses. Donc, de pousser, d'inciter, la FEP et le MEDEF sont en train de mener un travail sur le code en ce moment, de pousser et d'inciter les entreprises à généraliser cette pratique. Et donc, j'en fais appel à introduire la création des comités de parties prenantes dans les codes de soft law qui régissent aujourd'hui les entreprises. Je pense que c'est pertinent. Et je pense que c'est pertinent parce que ça renvoie chacune des entreprises à sa propre analyse de matérialité. C'est-à-dire, quand je suis une entreprise de service, je n'ai pas la même externalité que quand je suis une entreprise industrielle. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que là, on est dans le concret et chaque entreprise se questionne sur sa propre conséquence sur son environnement. Donc, ce corpus-là me va très bien. Nicole évoquait un point de nuance que j'ai par rapport
au rapport qu'elle a pu rendre avec Jean-Dominique Senard. C'est le fait de créer ou pas dans la loi, par statut, un statut de société objet social élargi. Je pense qu'intellectuellement, vous avez raison. Le corpus qui est proposé aujourd'hui, Code civil, Code du commerce, soft law, permet aux entreprises de définir. Moi, j'ai deux craintes par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle, à ce stade du débat, je plaiderais plutôt pour créer un statut, en plus, un nouveau, vous allez me dire, d'entreprise, de société objet social élargi. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai peur que si on ne fasse que ce qui est proposé, on touche un peu plus les grandes entreprises, un peu moins les petites. Ce débat autour de la raison d'être, autour des articles 233 et 235, j'ai la crainte qu'elle touche un petit peu moins le créateur d'entreprise qui crée sa start-up. Encore une fois, moi je ne m'étais pas projeté dans ces débats-là quand j'ai créé mon entreprise dans les énergies renouvelables, avec l'envie d'installer des poêles à granulés, des panneaux solaires sur le toit des maisons, de ne prendre aucune solution qui ne soit pas une vraie solution d'énergie renouvelable, d'associer l'ensemble de mes salariés. J'avais l'impression d'avoir créé un peu une entreprise à mission, mais je n'avais pas pu cranter la chose. Et donc j'ai peur qu'on passe à côté du signal politique qu'on puisse envoyer, y compris aux petites entreprises, de dire « vous voulez le faire, eh bien vous pouvez le faire », avec deux conditions. Un, de ne pas créer d'usine à gaz. C'est-à-dire que ce statut de cet objet social élargi permette d'ouvrir l'objet social, permette de mettre en place une gouvernance spécifique avec un comité de l'objet social élargi, mais ne soit pas plus compliqué qu'une SAS si les entreprises veulent le faire. Deuxième condition, ne pas allier, ne pas associer à ce statut d'avantages fiscaux. En somme, de faire l'exact contraire de ce qu'on a fait avec le statut ESUS dans la loi Hamon. Beaucoup de contraintes et des avantages associés. Pas de complexité supplémentaire, pas d'avantage fiscal. Moi, je crois que ces entreprises vont mieux réussir que les autres. Alors pourquoi leur proposer un avantage fiscal à ce moment-là? C'est simplement leur permettre de cristalliser leur raison d'être à l'échelle d'une petite entreprise. La deuxième raison pour laquelle j'irai, c'est aussi une raison de signal politique d'une certaine manière. J'ai la crainte que si nous ne le faisons pas, nous ne soyons que dans une logique de labellisation des entreprises. Et je pense, je le disais dans mes propos introductifs, que nous sommes aussi dans une bataille de soft power. Il faut que nous allions porter dans le monde le modèle d'entreprise et nous allions vendre le modèle d'entreprise qu'on souhaite développer. Et j'ai la crainte que si nous laissons une simple bataille de labellisation, je le dis de manière assez simple, les anglo-saxons seront plus forts que nous sur ce sujet-là. Ce qu'ils ont démarré avec la labellisation B Corp, où ils commencent à labelliser à tour de bras, j'ai envie de dire, les sociétés européennes, B Corp va devenir la norme. Et donc, je pense que ce serait un peu dommage, alors que nos entreprises ont un temps d'avance en matière de RSE, que nous ne soyons pas à la pointe de l'innovation sociale, environnementale, mondiale sur ce sujet-là. Voilà, mais si on peut se contenter d'avoir que ce point de discorde avec Nicole Notat. Quelques mots, je ne veux pas être trop long, moi non plus, sur les enjeux qui doivent dépasser la discussion qu'on peut avoir autour de l'objet social de l'entreprise, sur des enjeux de gouvernance des entreprises. Je crois que cette loi sera aussi l'occasion de traiter des sujets très concrets. Vous aurez certainement l'occasion d'en parler ce matin, sur la gouvernance des entreprises françaises, sur la manière dont on doit faire évoluer aussi le jugement qu'on porte sur la gouvernance des entreprises françaises, notamment de continuer à se questionner sur le haut comité de gouvernance de l'entreprise, de voir comment est-ce que on peut mettre beaucoup plus de dialogue dans tout ça, sur la gouvernance des entreprises. Je crois qu'il y a deux principes qui doivent, pour ne pas être trop long, structurer notre réflexion sur ce sujet-là. La responsabilité et le dialogue. Au fond, la gouvernance, c'est le point de rencontre entre finalement le pouvoir et la responsabilité. Et donc, on doit structurer avec une occasion qui nous est donnée, puisqu'on aura une directive européenne, droit des actionnaires, à transposer. Je pense qu'on devrait parler de droits et devoirs des actionnaires. Ça serait d'ailleurs plus juste. Quelques éléments sur des propositions en matière de responsabilité et de dialogue. Je pense que la responsabilité doit être pour l'ensemble des acteurs, les actionnaires et les émetteurs, qu'on ne doit pas avoir là un discours qui soit circonstancié. Il faut le faire dans le droit souple, il faut le faire dans le droit dur. Sur la responsabilité, je pense que nous devons publier des déclarations annuelles des conflits d'intérêts pour les administrateurs, donner des publications sur l'assiduité des administrateurs au conseil d'administration,
On doit avancer sur le sujet des conventions réglementées et donner plus de lisibilité et de cohérence sur ce qui est fait aujourd'hui sur les conventions réglementées. On doit aussi, dans cette logique de responsabilité, donner plus de moyens pour la connaissance des porteurs, des actionnaires finaux. Je crois que c'est un sujet essentiel. Je crois aussi qu'il y a un sujet autour de ce qui se passe autour des AG. Je ne veux pas être trop long là-dessus, mais dans le contexte que je donnais, il y a beaucoup de concentration de pouvoir et donc d'enjeux autour de l'Assemblée générale. Quand BlackRock investit à 90% de façon indicielle, il est un actionnaire qui est présent de façon ad vitam, je dirais, dans les entreprises. Et donc, les enjeux se concentrent au moment de l'Assemblée générale, avec ce qui se passe avec les proxy advisors, avec ce qui se passe autour notamment des prêts en actions autour des AG. À l'issue des auditions qu'on a pu faire, je me prononcerai pour une interdiction des prêts en actions autour de l'Assemblée générale. Je pense que chacun des acteurs doit être responsabilisé et c'est un enjeu extrêmement fort. Quelques éléments sur les problématiques autour du dialogue. Il faut évidemment pouvoir toujours renforcer le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires notamment. Il y a beaucoup de propositions qui sont sur la table depuis longtemps. Je pense que les entreprises françaises doivent avancer sur la nomination d'un administrateur en charge du dialogue avec les actionnaires. Avancer, et beaucoup d'entreprises le mettent déjà en place sur des roadshows autour de la gouvernance, et donc, sans être trop long sur ces sujets-là, mais effectivement, mettre sur la table des propositions dans le droit dur ou dans le droit mou, si vous me passez cette mauvaise expression, pour avancer sur ces deux logiques de responsabilité et de dialogue. Voici quelques éléments pour lancer les débats, en ayant été trop long. En tout cas, je vous remercie et je me réjouis par avance de pouvoir vous entendre sur ces magnifiques sujets. Merci, monsieur le député. Peut-être juste avant que vous partiez, est-ce que peut-être quelqu'un veut réagir et poser une question par rapport aux annonces qui ont été faites? Le temps est compté, mais une réaction. Peut-être que j'avais envie de vous demander rapidement, monsieur le député, par rapport à ce que vous avez dit, vous parlez de responsabilité des émetteurs, responsabilité des actionnaires. Qu'en est-il de la responsabilité des administrateurs? De la même façon, il faut renforcer. Alors, je pense avoir donné quelques éléments sur les critères de nomination, sur l'assiduité des administrateurs. Je pense, je vais vous donner une proposition tout à fait symbolique, mais qu'il faudrait renommer l'expression jeton de présence. Qu'au fond, c'est une manière de répondre un peu à la question. Dire qu'aujourd'hui, la fonction des administrateurs n'est pas une fonction de venir s'asseoir autour de la table et de fumer le cigare dans un Houseman Club. Et je crois que les choses ont bien évolué sur ces sujets-là et il faut savoir le reconnaître. Allons au bout de cette logique-là. Jeton de présence, c'est l'idée d'une passivité absolument incroyable. Je crois que ce n'est pas ce qui doit venir rémunérer les administrateurs. Donc, il faudra avancer et je pense que dans le débat, je suis d'ailleurs intéressé d'avoir des éléments que vous pourrez donner là-dessus, sur tout élément qui donne plus de responsabilité aux administrateurs. Merci. Une dernière question, parce qu'après, effectivement, on va pouvoir lancer le débat. C'est pas encore le débat ? Alors, Jean-Martin Jaspers, délégué à la stratégie et à la prospective du ministère de l'Intérieur. Et puis, nous avons un petit programme qui s'appelle le cycle supérieur des administrateurs, qui est l'IFA du pauvre, si vous voulez... Voilà, vous pouvez elle a commis une grande erreur. On lui a proposé d'y participer et on nous a fait savoir que comme c'était pas rentable, c'était pas la peine de soutenir ça. En tout cas, on a aujourd'hui une dizaine de modules e-formation, tout public dans ce domaine, et un module qui permet de fournir une certification d'administrateur à environ 100 € par personne. Donc c'est quand même un produit particulièrement intéressant. Je voulais vous demander une question sur les fondations. On avait fait il y a quelques années, avec l'appui de M. Mestralet, un séminaire sur les fondations. On a découvert notamment qu'en partie en Allemagne, la puissance des 12 000 ETI allemandes est liée à un rôle beaucoup plus actif du capitalisme allemand en matière de fondation. Donc le fils qui ne rentre pas dans l'entreprise, en général, il rentre dans la fondation. Et il fait du sport, de la culture, enfin tout ce qui est intéressant à faire. Mais le capital reste coincé dans le groupe familial. Ce modèle nous a beaucoup plu dans ce séminaire qui était un séminaire économique des préfets.
Je pense qu'on a une des meilleures législations en France au monde sur les fondations et les fonds de dotation. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouvel outil. Je vous parle de l'expérience, la création d'une dizaine d'entreprises et surtout la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon que j'ai assurée il y a quelques années. Parce qu'on a la meilleure législation sur les fondations. Et que la participation des stakeholders externes peut s'opérer à travers ces fondations. Et donc je crois qu'il faut massivement développer aujourd'hui en France l'ouverture de ces fondations. Toutes les grandes entreprises du CAC 40 sont bien équipées, mais il reste nos 6000 entreprises de taille intermédiaire et je ne suis pas sûr que la plupart d'entre elles se soient déjà saisies de cet outil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation de ces fondations sans rien créer du tout, parce que finalement la législation existe? Juste un mot, on a entendu effectivement, y compris votre position, c'est-à-dire de gens qui disaient mais finalement on peut déjà le faire aujourd'hui, pourquoi créer un nouveau statut? Sauf que l'idée là quand même, pour que tout le monde comprenne bien, on est sur l'idée que par exemple une entreprise patrimoniale qui est en situation de dire qu'est-ce que je deviens lorsque je ne suis plus là, donc on est une fondation d'actionnaires dans un cas de transmission. Et donc la fondation est là pour recevoir le capital en question, ou une partie du capital bien sûr, et d'une certaine manière de le sécuriser. La question qui nous a été posée, mais Stanislas en sait peut-être plus que moi là-dessus, c'était plutôt attention, il faut que la fondation reste une fondation. Et la question c'était, est-ce qu'elle est présente ou pas présente au Conseil dans les débats, dans les sujets qu'on a reçus. Deux mots de complément, mais extrêmement rapides sur le sujet, où je pense qu'il y a quand même quelques modifications législatives à apporter, notamment sur le sujet de la réserve héréditaire. Si on veut sanctuariser le statut des fondations actionnaires, et donc moi je me prononce favorablement pour le faire. Je pense qu'effectivement, c'est un modèle qui est très intéressant. Vous avez cité le modèle allemand. Il y a effectivement des grandes entreprises qui ont su pérenniser leur projet d'entreprise en le faisant. Et Bosch, Rolex, il y a beaucoup d'entreprises, et notamment dans les pays nordiques également. Donc, je pense qu'il faut y aller. Et effectivement, les Profil avaient mené beaucoup de travaux sur ces sujets-là. Ils ont une publication qui est extrêmement intéressante, qui avait d'ailleurs été prolongée par Bercy sur ces sujets, avec un petit débat, c'est est-ce qu'on oblige la fondation mère, la fondation actionnaire, à avoir un intérêt d'utilité publique ou pas? Est-ce qu'on en fait un simple outil de transmission, comment dire, purement capitaliste, pour dire les choses extrêmement rapidement, ou pas? Moi, je pense que si on le fait, il faut le faire en mettant un objet d'utilité publique dans la fondation pour aller au bout de l'idée de pérenniser aussi la responsabilité de l'entreprise. Entendu, merci. Juste une dernière, il y a une toute dernière question, Monsieur Denis Branche, et ensuite, par contre, assez courte la question, s'il vous plaît. Et ensuite, on passera à la première table ronde. La question sera très courte, Monsieur le député. C'était simplement pour savoir si dans la loi, vous alliez faire cette proposition d'abaisser le seuil de dépôt de résolution dans les assemblées générales. Nous, c'est un sujet sur lequel nous sommes extrêmement sensibles. Je pense que l'assemblée générale, c'est effectivement le point central où se termine, si je puis dire, le dialogue entre l'entreprise et le conseil d'administration, et qui permet aux actionnaires donc de voter sur un certain nombre de propositions. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous savez que le seuil est extrêmement élevé. Nous sommes bien placés pour le savoir. Je vais faire une réponse très franche sur le sujet. C'est effectivement un sujet dont on a beaucoup débattu avec Agnès Touraine quand on a mené des auditions, et on a entendu des choses très contradictoires sur ce sujet-là. Donc on a fait le choix de ne pas mettre cette proposition dans le rapport. Moi, je m'estime à ce stade pas suffisamment mûr pour y apporter une réponse. Vous allez me dire, il faut que je me dépêche un tout petit peu, parce que si on veut le faire, il faudra le faire au moment du Parlement. Mais vous voyez, je fais une réponse honnête et prudente sur ce sujet-là. On n'était pas suffisamment convaincus par les arguments de ceux qui, comme vous, portent l'idée qu'il faut le faire. On entendait aussi des contre-argumentations sur le sujet. Et donc, en tout cas, on a fait le choix de ne pas mettre cette proposition dans notre rapport avec Agnès Touraine à ce stade. Mais je pense qu'il faut que je continue à regarder le sujet pour me faire...